Ouais, bonjour à tous. Merci encore d'être présent parmi nous pour ce 6e entretien consacré au clivage gauche-droite. La semaine dernière, nous avons reçu Laurent Lotti et aujourd'hui, j'ai le plaisir donc de recevoir Fabrice Boutillon. Fabrice, bonjour. Bonjour. Donc, je vais faire, comme toujours, vous le savez bien, tous une présentation succincte de notre invité avant de lancer les questions. Donc, Fabrice Boutillon, vous êtes historien de formation, historien, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Bretagne occidentale. Vous êtes spécialiste, je crois, entre autres, de l'histoire du totalitarisme, de l'histoire religieuse, des religions contemporaines et de l'histoire diplomatique. Et enfin, vous êtes déjà auteur d'une bibliographie que j'ai sélectionnée ici autour du clivage, qui est déjà très riche sur la question politique. Donc, je les cite rapidement. Brève histoire philosophique de l'Union soviétique de 2003, l'illégitimité de la République, considération sur l'histoire politique de la France au XIXe siècle, 1851-1914, livre de 2005, un article sur Zelf Sternhell, que je vais citer dans la question encore une fois, donc sur Zelf Sternhell, Les Anti-Lumières, livre de 2005, autre article sur Burke, Tocqueville, le fascisme, le centrisme, etc., lettre à Zelf Sternhell 2007-2008, autre ouvrage, Nazisme et révolution, histoire théologique du national-socialisme 1789-1989, ouvrage de 2011, autre ouvrage, Raymond Aron et la défense de la liberté, nationalisme, libéralisme et postmodernité, ouvrage de 2014. C'était un ouvrage collectif, celui-là. Collectif, c'est vrai, c'est vrai. Et puis finalement, le livre qui va nous intéresser de la seconde partie de l'entretien, Bonaparte comme précurseur, rapport sur la banalité du mal, donc ouvrage de 2020, et tout le monde aura apprécié donc le jeu de mots dans la seconde partie de ce titre. Donc, Fabrice Boutillon, j'espère avoir présenté une bibliographie succincte, évidemment, mais qui tourne assez clairement autour du clivage gauche-droite. Je vous laisse prolonger, enfin compléter si besoin. Non, vous avez dit, je crois, l'essentiel de ce que j'ai pu publier sur la question, sachant que j'ai commencé à m'y intéresser à l'époque où je rédigeais ma thèse, qui était consacrée au pape Pie XI, lequel m'intéressait justement parce qu'il avait été confronté au totalitarisme. Et c'est autour de cette recherche que j'ai commencé à me poser ces questions-là. Très bien. Merci en tout cas pour l'avoir confirmé. Donc, c'était pour une présentation générale de l'auteur. Donc, Fabrice Boutillon, si vous êtes prêt, nous allons lancer comme toujours la première partie, la fameuse question aux auteurs qui consacre un ensemble de 15 questions génériques à tous les invités avant de passer à la seconde partie qui concernera un de vos ouvrages en particulier. Fabrice Boutillon, si vous êtes prêt. Oui. Alors, allons-y. La première question. Quelle expression résume le mieux le clivage gauche-droite selon vous, Fabrice Boutillon? Ni fait, ni à faire, peut mieux faire, ou comment s'en défaire? Libre à vous, évidemment, de justifier, de développer autant que possible votre réponse. Peut-être que celle que je préfère est la troisième, parce que c'est celle que je comprends le mieux par rapport à cette distinction entre gauche et droite. Comment s'en défaire? Parce que finalement, c'est une distinction dont on voudrait pouvoir se débarrasser. Et le problème, c'est que ça n'est pas si facile, parce que je crois que d'une part, elle est très profondément inscrite dans l'architecture même des êtres humains, et que d'autre part, la seule manière de vraiment se défaire du clivage gauche-droite, c'est le centrisme, et que le centrisme, c'est une autre manière de le retrouver, ce clivage. D'accord, oui. Donc on peut dire que votre position ressemble plus ou moins à celle de Laponce, Jacques Laponce, je crois, qui était professeur canadien, qui avait dit que pour lui, le clivage gauche-droite est inscrit profondément dans l'anthropologie. Ah oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec cette manière de voir. Et c'est pourquoi on est obligé de se poser la question comment s'en débarrasser, vous voyez, et qu'il est très difficile de répondre à cette question d'une manière efficace. Très bien. La question numéro 2, alors une question plus longue, clairement, donc ce sera vous qui déciderez donc de la longueur de vos justifications, évidemment. Les partis politiques suivants sont, selon vous,
de gauche ou de droite, du centre gauche ou du centre droit, de l'extrême gauche ou de l'extrême droite. Votre réponse va évidemment dépendre de ce que vous entendez par ces appellations que nous cherchons à clarifier. Donc le premier parti en question, la France insoumise. Bon, il me semble que ça relève de la gauche, de manière très claire. Vous voulez que je détaille? Parce que ça me paraît tellement évident comme réponse que je n'en vois pas la nécessité. Ce que je peux faire, Alors, c'est vous dire bien sûr, pourquoi. c'est libre à vous de décider si c'est centre-gauche, extrême-gauche, gauche générale, libre à vous de définir les Gauche. choses. Et dans ce cas-là, vous m'obligez tout de suite à préciser quel est le critère qui, à mon avis, permet de trier entre extrême gauche et gauche, extrême droite et droite. Et je crois que ce critère, c'est celui du recours à la violence. Vous voyez, ce qui fait que moi, je distinguerais entre trois types de gauche. Il y a la gauche que j'appellerais opportuniste, la gauche radicale, et il y a la gauche révolutionnaire ou extrémiste. Et le critère qui permet de trancher entre radicalisme et extrémisme ou révolutionnarisme, c'est le recours à la violence. Vous voyez. Et on peut tenir les discours les plus frénétiques tant qu'on ne les valide pas, d'un certain point de vue, par le recours à la violence. On est plutôt dans un radicalisme, à mon avis, que dans une véritable extrême gauche. Et c'est pourquoi je rangerais la France insoumise, jusqu'à plus ample informé, dans une gauche radicale, vous voyez, mais pas extrême. Donc, selon vous, la distinction entre radical et révolutionnaire, c'est le recours ou non à la violence? Oui, je crois que oui. Si on cherche un critère objectif et qui puisse servir aussi pour extrême droite et droite, j'emploierai celui-là. C'est très important, ça, parce que souvent, dans les classifications du spectre politique, il y a le recours à radical, révolutionnaire, Oui, et il y a un grand flou artistique autour de ces oui, notions. et en fait, vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça que je me suis donné ce critère, et je me le suis donné parce qu'un étudiant m'a posé la question. Il m'a dit, mais comment on fait la distinction? Et en fait, je crois qu'il est relativement facile de tomber sur ce critère, justement, quand on regarde l'histoire politique de la France au XIXe siècle, et en particulier avant 1914, vous voyez, autour de 70, parce que là, vous avez dès ce moment-là des opportunistes, des radicaux, et vous avez des révolutionnaires. Et on voit très bien la distinction, en particulier autour de Gambetta, autour de la commune, vous voyez, ceux qui vont faire le choix de la violence, les communards, et ceux qui justement vont reculer devant ce choix, et y compris les futurs radicaux, ou ceux qu'on commence déjà à appeler les radicaux, autour de Gambetta à cette époque-là. Et c'est pourquoi ce critère me paraît effectivement important et valide, parce qu'il est historiquement vérifié dans l'histoire de la gauche française elle-même. Très bien. On aura largement l'occasion de revenir évidemment sur tous ces points historiques. Deuxième exemple, La République en marche. Oh, la République en marche, pour moi, c'est clairement un parti politique du centre, vraiment du centre. Alors, centrisme, je précise, pour moi, par exclusion des extrêmes, puisque je tiens beaucoup à cette idée qu'il y a deux formes possibles du centre. Premier type de centrisme, celui auquel le plus aisément, donc on pense le plus aisément, donc ni gauche ni droite, vous voyez, centrisme par exclusion des extrêmes, et le macronisme, en fait, m'en paraît tout à fait caractéristique, mais il peut exister des centrismes différents, dont le premier modèle est le bonapartisme, et qui, eux, arrivent au centre par addition de la gauche et de la droite, et ce n'est pas du tout le cas de la République en marche. Oui, on va largement revenir sur cette distinction entre deux types de centres, parce que je crois que c'est la grande contribution de votre travail, et on va y revenir en large partie dans la seconde partie de l'entretien. Ouais. Troisième exemple, les républicains. Les républicains, bien moi j'aurais tendance maintenant à les classer au centre droit, voyez-vous, au centre droit, et je crois qu'il y a une certaine époque, quand par exemple Nicolas Sarkozy était président de la République, quand on lisait par exemple la presse italienne à propos de Nicolas Sarkozy, la presse italienne le rangeait comment dire, au centre droit, vous voyez, sans aucune espèce d'embarras, et ça me paraît assez juste, la preuve en étant d'ailleurs que Madame Pécresse et Nicolas Sarkozy, au second tour des dernières présidentielles, ont appelé à voter pour Emmanuel Macron. Oui, très bien. Quatrième cas, lutte ouvrière. Lutte ouvrière, ben là on est dans un radicalisme de gauche, voyez-vous, mais que je ne vais pas ranger moi à l'extrême gauche.
au nom du critère que j'ai énoncé tout à l'heure. Je ne sache pas que Lutte ouvrière dresse des barricades ou fomente des attentats à l'heure actuelle. Voilà, exactement. Cinquième cas, nouveau parti Oui, anticapitaliste. je donnerai 21. exactement la même réponse. Oui, en vertu du critère, Oui, aucune oui, différence notable. c'est Ouais, ça. ouais. Très bien. Parti communiste français. Le Parti communiste français, je le rangerais dans ce que j'appellerais, moi, une gauche radicale. Vous voyez, donc quelque chose qui est moins à gauche qu'une gauche extrême, mais plus à gauche que ce que j'appellerais la gauche opportuniste, comme on disait au début de la Troisième République, qu'on peut appeler aussi la gauche de gouvernement, et qui est donc qui était représentée par le Parti socialiste. Mhm. Alors, le pôle de renaissance communiste en France, Alors, le PRF. je viens d'en découvrir l'existence, donc ma science est vraiment très très courte sur cette formation, mais j'ai l'impression qu'il faut l'inscrire justement parmi ces partis de gauche radicale. Mhm. Le Parti socialiste. Bon, j'ai déjà répondu pour moi, donc c'est un parti que je classerais au centre-gauche, ou donc représentatif de ce que j'appelle la gauche opportuniste, parce que c'était le terme qu'on employait au début de la Troisième République, et c'est une Oui. fonction qui a toujours été finalement assurée en France, et le Parti socialiste l'a assuré un certain temps. Oui, c'est plus ou moins la suite de ce qu'on appelait le radical socialisme Oui, mais à la fin. absolument. Vous voyez, le parti radical est un très bon exemple parce qu'il commence, on commence à parler d'un radicalisme vers 1875, voyez-vous, et à cette époque-là, on a l'impression qu'il est juste un peu moins à gauche que les communards, et il finit par occuper ensuite une position opportuniste. Maintenant, bon, c'est l'une des infinies nuances du centre, hein. Oui. Le Rassemblement national. Alors, le Rassemblement national, la réponse pour moi ne va pas de soi. Je tiens d'ailleurs à vous préciser que je suis historien et pas politiste, et que donc, quand vous me faites répondre à ces questions-là, j'ai l'impression d'être vraiment à la limite de ma compétence, parce que finalement, je n'en sais pas beaucoup plus que ce qu'on sait quand on lit la presse et qu'on suit vaguement l'actualité politique. Alors, le Rassemblement national, j'aurais tendance à le ranger évidemment à droite. Moi, je ne le mettrai certainement pas à l'extrême droite par la raison que lui aussi ne recourt pas à la violence et n'y incite pas, voyez-vous, donc à droite. Mais il est possible que ce soit à l'heure actuelle le parti français qui ressemblerait le plus à un centrisme par addition des extrêmes, parce qu'il y a dans son discours à la fois des éléments qui justement viennent de la droite, en particulier l'insistance sur l'identité nationale, mais il y a aussi des éléments qui viennent de la gauche. En particulier l'insistance sur la protection sociale, l'égalité. Donc on a là un parti dont la caractérisation est, à mon avis, difficile, et elle est également difficile tout bonnement parce qu'elle change. Je crois que c'est une tarte à la crème que d'entendre parler de la volonté de Marine Le Pen de dédiaboliser le parti, et donc ça a entraîné des mutations dans sa manière de parler qui rendent difficile, je trouve, de le caractériser. Mais en tout cas, il y a un point sur lequel je pourrais être clair. Moi, je ne le rangerai pas à l'extrême droite. Compte tenu de la définition de extrême que vous avez Oui, oui, donnée au début. absolument. Oui. Absolument. Et je peux même aller plus loin. Je pense qu'on trouve en France plus facilement, à l'heure actuelle, une extrême gauche qu'une extrême droite. C'est-à-dire que des gens de gauche qui recourent à la violence, j'appelle violence tout ce qui est refus d'obéissance à la loi. Vous voyez, ça commence là. Or, je ne sais pas trop, dans certaines métropoles françaises, dès qu'il y a une manifestation de gauche, tout de suite, on va casser. Et cela de manière systématique, ou des phénomènes comme la ZAD, vous voyez, où on est quand même assez proche d'une désobéissance qu'on peut appeler civique ou pas. En tout cas, on est plus proche de la violence, plus fréquemment proche de la violence, me semble-t-il, de ce côté-là de l'échiquier, qu'à droite, où je n'en vois pas pour le moment de forme bien claire, alors qu'il y en a eu, évidemment. Il suffit de penser à l'OAS au moment de la guerre d'Algérie. Est-ce que vous pourriez rappeler la définition de ZAD? La ZAD, c'était
c'était l'acronyme pour zone à défendre, et il s'agit donc d'une zone sur laquelle avait été prévue la construction d'un aéroport en Bretagne, au nord de Nantes, et donc à Notre-Dame-des-Landes. Et pour empêcher la construction de l'aéroport, vous avez eu toute une militance de gauche qui s'est installée sur place, et que les forces de l'ordre n'ont pas réussi à déloger, ont renoncé à déloger, et même l'organisation d'un référendum en Loire-Atlantique à propos de cet aéroport, finalement, référendum qui a été gagné par les partisans de l'aéroport, et bien même cet argument-là électif et démocratique n'a pas fait céder cette extrême gauche, et c'est finalement l'État qui a fini par céder. Et ça a duré des mois, plusieurs années, et à l'époque, donc, ou bien à Nantes ou bien à Rennes, assez régulièrement, il y avait des manifestations de soutien à la ZAD, et très fréquemment, ces manifestations finissaient dans la violence. Alors après, bon, il y avait toutes sortes de débats pour savoir qui était responsable de cette violence, mais ce que je veux dire, on a là une mouvance qui me paraît plus proche de recourir à la violence, et qui d'ailleurs, d'un certain point de vue, en fait profession, puisqu'elle se veut révolutionnaire. Or, il n'y a pas de révolution sans rupture avec l'État social, le contrat social même en vigueur. Oui, la ZAD a été utilisée d'ailleurs par ceux qu'on appelle les populistes de gauche, hein, ceux qui rangent derrière la mouvance de Chantal Mouffe et Ernesto Laclos, comme une nouvelle expression de la demande sociale. La ZAD a été utilisée de cette manière. Tout à fait. Et ça a été un phénomène de ce point de vue-là important et durable, hein, tout à fait. Oui, oui, oui. Il est cité par les populistes de gauche comme un exemple de nouvelle manière de faire de la démocratie, justement. Tout à fait. Et ce que je voudrais dire, c'est que oui, l'exemple que vous avez donné du RN, oui. Un autre détail que je vais mentionner dans la seconde partie, c'est que Marine Le Pen s'est distinguée, on va dire, dans son programme, par une caractéristique qui, selon vous, décrit bien le centrisme par addition des extrêmes, c'est le recours au plébiscite, à travers le cas du RIC. Oui. Par exemple. On va y revenir. On continue, presque terminé. Alors, l'Union des démocrates indépendants, UDI, pour ceux qui s'en souviennent. L'UDI, oui, moi à peine, mais ça me paraît tout à fait caractéristique, vous voyez, de ce centrisme par exclusion des extrêmes. Alors, il faudrait pouvoir raffiner, essayer de les classer au centre-gauche, au centre-droit, au centre-centre. Je vous avoue que ça dépasse ma science. Mais en tout cas, c'est clairement une famille qui est centriste. Et je rappelle qu'à mon avis, en France, toute cette tradition centriste peut se ranger sous la bannière de l'orléanisme. Ça apparaît finalement au moment de la Révolution française, à l'époque orléaniste. Je vais revenir évidemment sur l'orléanisme dans la seconde partie de l'entretien. C'était inévitable, évidemment. Et puis pour terminer, l'Union populaire républicaine, l'UPR. Qu'est-ce que c'est? Si je ne suis pas indiscret, ça ne me dit strictement rien. Alors, l'Union populaire républicaine, c'est un parti français dont le président est François Asselineau, qui s'était présenté aux élections présidentielles. Je n'ai vraiment pas d'opinion. Vous voyez, je n'en sais pas assez pour pouvoir en dire quoi que ce soit. Alors officiellement, ce parti est classé par l'Institut, je ne sais plus quel institut en fait classe les mouvances, on va dire, les orientations, mais c'est un parti qui avait été classé par certains comme d'extrême droite, et en raison de ce souverainisme, et qui officiellement aujourd'hui serait un parti divers. Alors c'est intéressant divers parce qu'on peut dire qu'il y a une distinction un peu confuse souvent, jusqu'à cet entretien, entre radical et révolutionnaire. Et il y aurait aussi une confusion entre la distinction entre centre et divers. Oui. Or, il est tout à fait clair que ces questions de terminologie sont absolument décisives. Elles sont décisives pour la clarté du débat et elles sont aussi décisives simplement pour l'honnêteté en politique, parce que très rapidement, la taxinomie devient une arme politique, et c'est pourquoi on vous enferme immédiatement dans un extrémisme, et ça rend donc nécessaire, si on veut être honnête, de poser un critère. Alors il vaut ce qu'il vaut, mais il a au moins l'avantage d'être ferme. Vous voyez, un critère de l'extrémisme, et pour moi, c'est celui-là, c'est le recours à la violence. C'est exactement ce que vous venez de dire qui est la raison d'être même de ce projet d'émission sur le clivage gauche-droite, c'est enfin éclaircir un petit peu ces mots dont on n'arrive pas à se débarrasser et qui sont essentiels pour la pensée politique. Exactement.
Voilà, c'était la fin de la question numéro 2. La question numéro 3, alors dans le même genre, dans le même registre, mais à partir de concepts différents, d'un autre ordre. Je vous demande donc ici d'associer par ordre de préférence à la gauche ou à la droite les idéologies politiques suivantes. Évidemment, le contexte historique va être essentiel pour donner une réponse claire. Le premier concept en question, le nationalisme. Le nationalisme, eh bien, pour moi, oui, ça relève de la droite, parce que ce que je pense, c'est que une définition efficace de la gauche et de la droite doit partir de leur naissance à l'époque de la Révolution française. La Révolution française, elle se fait au nom de valeurs universelles, hein, davantage d'égalité, de justice, etc. Et la gauche va naître comme le parti de l'universel. Et contre la gauche, la droite va défendre le contrat social qui existait antérieurement, donc un contrat social in being, un contrat social local, et depuis l'origine, les valeurs que la droite défend sont des valeurs locales par opposition à la revendication universaliste de la gauche. Et c'est pourquoi le nationalisme me paraît relever de la droite, puisqu'on va faire de la nation le cœur des valeurs qu'on prétend défendre. Et je précise que le nationalisme n'a pas toujours été au cœur des valeurs de la droite, puisque la première valeur que la droite a défendue, ça a été le retour à l'ancien régime. Et il me semble que l'une des dates essentielles dans l'histoire des droites, et en tout cas dans l'histoire de la droite française, c'est précisément le moment où la nation remplace l'ancien régime comme valeur essentielle, et en France au moins, il est très facile de dater ça, c'est la mort du comte de Chambord, le dernier descendant de Louis XIV en ligne directe en France, bon, et parce qu'à partir de la mort du comte de Chambord, on peut dire que la dynastie est éteinte, et puisqu'elle est éteinte, on pourra faire ce qu'on voudra, on ne pourra plus rétablir le contrat social ancien, l'ancien régime. Et comme par hasard, c'est 2 ans plus tard qu'avec le boulangisme, le nationalisme occupe le cœur des valeurs de la droite. Donc pour moi, le nationalisme est à droite. Oui. Et vous qui êtes historien, vous savez aussi donc évidemment que la notion de nation a été utilisée pour la première fois comme une revendication par les révolutionnaires à la bataille de Valmy. Donc, oui, absolument. Mais justement, nous sommes avant 1883 et donc à un moment où le cœur des valeurs de la droite n'est pas encore le nationalisme, voyez-vous. Et d'autre part, c'est vrai que les révolutionnaires parlent de la nation, mais la plupart du temps, ils opposent la nation au roi. Autrement dit, la nation dans leur bouche est pratiquement un synonyme de la démocratie. Donc, ce n'est pas tout à fait le même usage que l'usage devenu habituel du terme de nationalisme. une grande différence entre les deux usages du même mot, Oui, oui, nation. tout à fait. Oui. D'accord. Deuxième concept, l'écologisme. Eh bien, je ne sais pas très bien. Vous voyez, je ne sais pas très bien parce qu'il peut y avoir une écologie, justement, qui veut défendre les choses telles que nous les avons reçues du passé. Et dans ce cas-là, l'écologie, elle peut avoir un visage de droite. Elle peut avoir un visage de droite, et il y a eu par exemple une écologie nazie, purement et simplement, c'est tout à fait prouvé. C'est là. En même temps, il peut y avoir aussi nous le voyons en France, mais aussi en Allemagne, une écologie de gauche. Donc on a là une valeur qui est effectivement extrêmement intéressante parce qu'elle peut être ambiguë par rapport à la classification que je viens d'énoncer. Juste de mémoire, Luc Ferry avait écrit un livre sur l'écologie dans les années 90, je crois. Il avait cité le cas de la première loi, enfin la première action législative pour protéger la nature qui venait du gouvernement de nazi. Oui, oui, c'est tout à fait clair. Il vient de paraître un livre extrêmement intéressant de Bernard Brunto qui s'intitule « Le bonheur totalitaire ». Et c'est extrêmement intéressant parce qu'il compare sans arrêt nazisme et stalinisme sous cet angle du bonheur qu'ils ont prétendu procurer et qu'ils ont parfois procuré à leurs adhérents. Et il y a toute une réflexion sur l'écologie nazie qui valide tout à fait ce que disait Luc Ferry. D'accord. Troisième concept, le féminisme.
Le féminisme, moi j'aurais tendance à le ranger à gauche. Pourquoi? Parce qu'il me semble qu'il est dans la logique de ce qui s'est passé lors de la Révolution justement française, entre autres, mais pas seulement. Ce qui se passe lors de la Révolution française, c'est la contestation au nom de l'universel et en particulier au nom de l'égalité des différences qui existaient dans le contrat social tel qu'il était. Et partant de là, on a eu une revendication d'égalité et d'autonomie des individus de plus en plus forte et qui, à notre époque, va jusqu'à la contestation des différences inscrites non plus seulement dans le contrat social, mais dans la nature. Et c'est pourquoi il me semble que le féminisme tel que nous le voyons le plus fréquemment appartient effectivement appartient à la gauche, oui. Même si évidemment un exemple de féministe très connu qui sera une victime de la Révolution française, Olympe de Gouges, parce qu'elle va être guillotinée, est l'une des premières représentantes du féminisme, mais n'empêche pas le mouvement révolutionnaire d'incarner, on va dire, l'idée de changement propre au féminisme. Oui. Et Olympe de Gouges, justement, ce qu'elle veut, c'est que la dynamique révolutionnaire eh bien, soit poussée jusqu'à modifier la condition des femmes. Mais ça n'est certainement pas au nom de l'Ancien Régime qu'elle va être en délicatesse avec le mouvement révolutionnaire. Là, de ce point de vue-là, l'objection qu'on peut tirer de son cas ne me paraît pas essentielle. Non, non, clairement. Je précise d'ailleurs que s'il y a bien un auteur qui est extrêmement intéressant pour comprendre cette nature du féminisme à notre époque, c'est Tocqueville. Alors, il s'occupe du féminisme à propos de la démocratie en Amérique, mais dans la démocratie en Amérique, vous avez des chapitres, ou au moins des pages assez nombreuses sur ce qu'il n'appelle pas encore le féminisme, mais c'est bien ça, aux États-Unis, et il montre très bien comment le féminisme américain est totalement représentatif de la dynamique démocratique. Et de ce point de vue-là, le féminisme français contemporain en découle directement. Qui découle plus ou moins de la redéfinition de l'homme, enfin des droits de l'homme hors de la nature. D'accord. Quatrième concept, le capitalisme. Le capitalisme, eh bien, là aussi, c'est compliqué. Mais bon, on peut se servir de certaines réflexions de Marx à cet égard. Il y a dans le Capital des pages dans lesquelles Marx rappelle à quel point le capitalisme et la bourgeoisie ont été révolutionnaires. Le capitalisme, justement, parce que sa valeur essentielle, c'est l'argent, est une réalité universalisante qui a tendance à vouloir justement liquider, au sens financier du terme, toutes les valeurs réelles que peuvent être, par exemple, la richesse terrienne, la richesse agricole. Donc, le capitalisme, moi, je ne le rangerai pas justement à droite, parce que dans le capitalisme, il y a cette dimension universalisante. Il ne faut pas oublier, d'autre part, que la Révolution française elle-même, eh bien, Marx l'a définie comme une révolution bourgeoise. Bon. Et j'ajoute que chez Tocqueville encore, il y a une réflexion sur la différence entre richesse terrienne et richesse financière aux États-Unis. Et il explique que la richesse financière est à tout jamais incapable de déboucher sur la création d'une aristocratie, précisément parce que, étant financière, il y a en elle quelque chose de mobile, de fluide, qui lui paraît aller directement contre l'aristocratie terrienne d'Ancien Régime, dont, à son époque, il continuait de voir un exemple en Angleterre. Donc, le capitalisme, pour moi, relèverait plutôt de cette dialectique de l'universel. Oui, on peut citer aussi d'ailleurs, dans la foulée de la Révolution, une loi qui est parfaitement capitaliste, on va dire. C'était la loi Le Chapelier, qui n'est pas du tout une valeur qui incarnerait le lien entre le capitalisme à droite. Puisque si on pense que la révolution de gauche, la loi Le Chapelier sera de gauche. Oui, mais tout à fait. Ouais. Loi Le Chapelier, qui avait à voir avec une loi du travail, sur les conditions
de travail des Français après la Révolution. Oui, en fait, Sur la grève et c'est bien d'en parler parce que ce qu'elle abolit, ce sont les corporations oui, du Moyen Âge. Hein. Toutes les corporations sont interdites et partant de là, on va aussi interdire la création de syndicats au XIXe siècle, considérés comme des crypto-corporations. Et c'est évidemment révélateur parce que les corporations étaient autant de limites au mouvement du capital. La simple loi du profit ne peut pas régir une économie tant que dans cette économie, il y a des corporations qui ont des privilèges concédés par le roi, par l'évêque, que sais-je. Et donc, il est effectivement assez révélateur que le premier mouvement de la Révolution française en la matière soit de les abolir et de laisser place au libre jeu du capitalisme. Et c'est d'ailleurs cela que Marx avait en tête quand il parlait d'une révolution bourgeoise. oui. Cinquième concept, la laïcité. La laïcité, eh bien, je la rangerai effectivement à gauche parce qu'elle appartient à ces invocations à la rationalité en particulier qui sont caractéristiques de la gauche dès l'époque de la Révolution française. Et là encore, je crois que c'est un terme qui, à notre époque, finit par être employé presque à contre-emploi. Très souvent de nos jours, quand on évoque dans des programmes politiques la laïcité, ça veut dire l'islam. En fait, la question islamique en France. Bon, et donc, sous cette apparence, l'invocation à la laïcité peut devenir une invocation de droite. Bon, mais fondamentalement, il s'agit bel et bien d'une thématique de gauche. Oui, fondamentalement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on assiste à une sorte de droitisation de la laïcité qui est défendue par Marine Le Pen, par exemple, mais jusqu'au aussi au parti de gauche qui s'oppose à l'indigénisme, défendu plus ou moins par la France insoumise. Oui, absolument. Absolument, oui, j'avais oublié cela, mais vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort. Donc, c'est un concept mouvant, encore une fois. Oui, mais dont l'origine de gauche, en tout cas, est absolument incontestable. Incontestable, oui, ça c'est sûr. Sixième concept, le populisme. Alors, est-ce que c'est un concept? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Moi, j'ai l'impression que le populisme, c'est le nom que la gauche donne à la démocratie quand elle n'est pas contente de ce que la démocratie fait. Vous voyez, pour vous en donner une définition. Oui, je crois que c'est ça. C'est-à-dire que de nos jours, dès qu'une majorité se met à voter à droite, vous voyez, ou à voter souverainiste, elle est étiquetée populiste, là où on n'ose pas lui accoler le terme de fasciste. Voyez-vous. Mais je ne suis pas sûr que le terme d'idéologie, s'agissant du mot de populisme, soit justifié. J'ai l'impression qu'il s'agit beaucoup plus d'une insulte que d'une véritable catégorie politique. Je ne sais pas. En tout cas, si j'essaie de le prendre au sérieux, je vous dirais que dans ce cas-là, je le rapprocherais de ce que j'appelle le centrisme par addition des extrêmes, puisque dans le populisme, la plupart du temps, vous avez un leader, donc une personnalisation de la politique, une localisation de la politique, un homme qui incarne cela, mais d'autre part, on s'appuie sur le peuple, sur un mode référendaire ou plébiscitaire, et dans ce cas-là, on a cette union d'une référence de gauche et d'une référence de droite qui, pour moi, est caractéristique d'un centrisme par addition des extrêmes. D'accord? Donc, voilà ce que je pourrais vous dire si j'essaie vraiment de répondre à votre question, mais en faisant toute réserve sur le caractère plus fréquemment d'insulte que de véritable concept de ce terme. Oui, c'est ce qui avait été expliqué dans les années 90 déjà par Pierre-Henri Taguieff qui disait que le mot populisme était un mot repoussoir, on va dire, qui était utilisé comme une insulte quasiment, un peu comme le fascisme aujourd'hui par exemple. Et bon, on aura l'occasion de revenir sur ce terme, parce qu'évidemment, dans la seconde partie, on va revenir plus ou moins sur la question du populisme, de son lien avec le centrisme par addition des extrêmes. Mais je précise que dans le cadre de notre réflexion sur le clivage gauche-droite, il y a eu plusieurs participants du workshop de 2021 qui travaillent sérieusement sur le concept de populisme. Il y a donc Pierre Ostigui, Mark Rafe de l'Université de Californie, qui a aussi proposé une réflexion sur l'illibéralisme, comme on l'appelle dans le contexte anglo-saxon. Yann Parenteau et troisièmement, j'oublie, et Patrick Charodeau aussi qui va présenter un article et qui sera le prochain invité d'ailleurs de nos entretiens
qui a aussi travaillé sur le concept du populisme. Donc, c'est un concept fourre-tout qui est à la fois péjoratif et qui peut être pris au sérieux, comme vous venez de le faire. Donc, et on y reviendra plus ou moins. Et il y a un autre auteur aussi qui mérite d'être lu là-dessus, qui est Chantal Delsol. Elle a publié un ouvrage dont le titre m'échappe au moment où je vous en parle, mais sur le populisme. Et justement, elle est l'une des premières à avoir dit combien justement le caractère d'insulte accolé à ce concept pouvait être gênant pour une réflexion un peu raciste. Sérieuse. Oui, c'est paralysant, oui, c'est vrai. Alors, donc, septième concept, le conservatisme. Alors pour moi, le conservatisme, au contraire, relève de la droite, dans la mesure où justement, en 1789, la droite se lève pour essayer de conserver le contrat social ancien, voyez-vous. Et il me semble que justement, le conservatisme est au cœur de ces valeurs. Alors, conservatisme ou la réaction. Vous voyez, une fois que justement la révolution a eu lieu, la droite se fait réactionnaire quand elle veut revenir au passé. Oui, il faut là observer les situations de près pour voir quel est celui des deux termes qui est le plus idoine. Mais le conservatisme, il est de droite, oui. Huitième concept, le progressisme. Eh bien, le progressisme, au contraire, je le rangerai donc à gauche, parce que c'est la plupart du temps au nom de valeurs universelles qu'on appelle à changer les choses et donc à faire progresser l'humanité. Ça me paraît tout à fait clair. Alors, il peut y avoir toutes sortes diverses de progressisme. Il peut y avoir des progressismes qui sont finalement rétifs à l'emploi de la violence, mais le progressisme comme tel, oui, me paraît être une marque de gauche. Les moyens pour y parvenir varient, mais la finalité serait la même. Oui. Quand on regarde le macronisme en particulier, l'invocation macronienne au progressisme est chez Macron une marque de gauche. Ça me paraît incontestable. D'accord. Neuvième concept, le libéralisme. Le libéralisme, je vois le libéralisme. Qu'est-ce que je peux vous dire? Là aussi, c'est compliqué parce qu'il y a eu une époque, je pense à celle par exemple où écrivait Raymond Aron, où le libéralisme apparaissait comme l'idéologie même de la droite, opposée justement au communisme. Alors sous cet angle-là, on le rangerait là. Historiquement, ça n'est quand même pas si sûr puisque le terme finit par prendre une valeur politique dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, 19e, on a les Tories qui sont les conservateurs, on va avoir les Whigs qui sont les libéraux. C'est donc pas si simple que ça. La réponse ne peut être que historique. Il y a une époque donc, où être libéral, c'était être de gauche, en particulier pour l'Église catholique. Le libéralisme était la matrice même de la gauche et une sorte de massa damnata dans laquelle, justement, de laquelle on pouvait rapprocher toutes les idéologies de gauche qui ont succédé au libéralisme. C'est quand même une analyse qui se tient, voyez-vous. Ensuite, il y a donc eu le moment Aron où le libéralisme va être ce qui s'oppose au communisme et va donc être une pensée qu'on classe à droite. Et vous regardez à l'heure actuelle le panorama politique britannique, eh bien, il y a toujours un parti qui proclame son libéralisme, et il est précisément entre les Tories et les travaillistes. Donc, voilà un concept, oui, qui montre à quel point les définitions doivent s'appuyer sur l'histoire. Sur l'histoire, exactement. C'est pourquoi j'ai fait appel à vous dans cet entretien. C'est pour justement prendre conscience de l'importance de l'histoire dans la variation sémantique, on va dire, enfin dans la variation des mots, la définition. On prend l'exemple de la France. C'est vrai que libéral est associé, on va dire, à droite aujourd'hui, alors que aux États-Unis, liberals est classé au contraire comme une version de la gauche sociétale. Alors qu'en Angleterre, justement, l'Angleterre, c'est une mouvance, une troisième voie, on va dire, pas au sens de Blair, mais un courant politique qui s'inscrirait entre les travaillistes et les conservateurs, aujourd'hui dans l'espace politique anglais, qui par tradition est bipolaire. Donc c'est intéressant de voir les variations selon les États.
Je précise que pour la France, d'autre part, évidemment, on est classé à droite quand on est libéral en économie. Mais en revanche, le terme conserve une valeur de gauche quand on parle des mœurs. Vous voyez, c'est pourquoi d'ailleurs on a fondé le concept de libéral libertaire, qui convient d'ailleurs très bien de ce point de vue-là au macronisme, puisque on va avoir avec le macronisme les deux visages du libéralisme, un libéralisme économique qu'il ferait ranger à droite, mais un libéralisme sociétal, comme on dit, qui lui le ferait ranger à gauche. Et au total, ça fait un excellent centriste. Oui, c'est parfait, justement, c'est que Loïc Chéniaud, le premier invité de l'entretien, est en train de préparer une thèse sur Michel Kouskor, qui lui-même était le créateur du concept de libéral libertaire. C'est lui qui avait créé ce mot, donc c'est beaucoup plus pertinent. Et sinon, bon, moi j'appellerais ça la droite progressiste, mais bon, ce serait une autre manière de redéfinir la distinction entre droite, conservatisme et progressisme. Mais bon, on voit bien qu'il y a des fluctuations dans les mots ici. Oui. Et pour terminer donc cette troisième question, l'anarchisme. L'anarchisme, eh bien, me paraît pouvoir être rangé à gauche sans autre forme de procès, puisque l'anarchisme, c'est finalement le cœur même de la gauche, la capacité à la révolte, y compris la révolte violente, contre le contrat social reçu, le contrat social actuel. Donc, bon, alors je sais bien que quelquefois on parle d'anarchistes de droite, bon, et on pourrait en trouver, mais c'est un oxymore. Hein. L'anarchisme appartient à la gauche, vraiment. Oui, l'anarchisme de droite est un peu utilisé dans le contexte français pour décrire une mouvance littéraire qu'on appelait les hussards. Oui. C'est un peu l'ambiance, on va dire, des acteurs des années 70 ou le cinéma d'Audiard. Oui. Mais c'est très différent de ce qu'on appelle aussi dans le contexte américain l'anarcho-capitalisme, qui serait le libertarianisme et qui n'existe quasiment pas en France, en tout cas. Effectivement. Donc en France, on peut dire qu'il a vraiment des racines purement de gauche dans le contexte français. Absolument. Bon. Voilà, c'était pour la troisième question, donc ce parcours des concepts et de leur relation aux mots gauche et droite. La question 4, Fabrice Boutillon, que signifie selon vous l'expression ni gauche ni droite? On va y revenir en profondeur dans le deuxième entretien, dans la deuxième partie de l'entretien. Bon. Une troisième voie, alors j'ai plusieurs propositions à vous faire évidemment. Une troisième voie indépendante qui serait indépendante de la gauche et de la droite. Une position en partie de gauche et en partie de droite qu'on appellerait un grand centre. Une position apolitique. Une position d'extrême gauche ou une position d'extrême droite, selon vous, Fabrice Boutillon. Bon, pour réagir à cette expression, je ne peux que reprendre ce que je viens de vous dire à propos des centrismes. Vous voyez, pour moi, l'expression ni gauche ni droite, elle est l'une des définitions des deux grandes familles centristes, ou plus précisément de la première de ces grandes familles centristes qui apparaissent en France dès la Révolution française, et je pense à l'orléanisme. Vous voyez, l'orléanisme, ce qui le caractérise, c'est le double refus de la monarchie absolue et de la démocratie populaire. Il est le régime qui souhaite finalement que les élites restent entre elles, en n'étant dérangées ni par un roi absolu qui leur serait supérieur, ni par l'irruption des masses populaires. Et c'est pourquoi, justement, contre le référendum et contre le monarque, l'orléanisme va se réclamer du Parlement comme, j'allais dire, salon prédestiné des élites. Bon. Et de ce point de vue-là, l'orléanisme, il peut apparaître effectivement comme étant en partie de gauche, en partie de droite. Il accepte certaines choses de l'héritage de la gauche ou du libéralisme, en particulier le parlementarisme, mais d'autre part, c'est souvent aussi un parti de milliardaires. Donc, de ce point de vue-là, la deuxième proposition que vous faites, en partie de gauche, en partie de droite, ça lui convient bien. Bon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ni gauche ni droite, ça a aussi été le slogan de certaines formes justement de centrisme par
addition des extrêmes, ni gauche ni droite. Ça a été le slogan de certains fascismes ou proto-fascismes au début de leur parcours. Et donc, de ce point de vue-là, eh bien, on est face à une autre réalité. En tout cas, ni gauche ni droite, je pense que justement, ça ne peut convenir ni à l'extrême gauche ni à l'extrême droite, qui sont vos dernières propositions sur la diapositive que je regarde. Et d'autre part, bon, apolitique, il est plus facile de se prétendre apolitique que de l'être, parce que la politique est, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, une des caractéristiques de l'être humain, et on ne peut pas s'en défaire. C'est pas si simple, vous voyez. Donc, je me résume, hein, ni gauche ni droite, ça peut être le slogan d'un orléanisme, centrisme par exclusion des deux extrêmes, vous voyez, ou ça peut être aussi le slogan justement d'un bonapartisme qui congédie les anciens partis et donc d'un centrisme, cette fois-ci par addition des extrêmes. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Très bien, voilà. Je passe donc à la 5e question. Alors, l'autre volet, ou le reflet miroir, on va dire, que signifie l'expression de gauche et de droite, selon vous, non pas ni gauche ni droite? Encore une fois, donc, la nouvelle gauche, ou alors ce qu'on appellerait la troisième voie, qui était plus ou moins appliquée par Tony Blair et Bill Clinton dans les années 90, c'est inspiré de Anthony Giddens. Rien, parce que c'est une contradiction dans les termes. Une position qui serait non démocratique ou une idéologie totalisante, voire totalitaire. Une position partiellement de gauche et partiellement de droite, un grand centre, pour revenir à la deuxième caractérisation de la question précédente, ou un discours démagogique. Bon, moi, ce que je retiendrai dans les 5 propositions que vous faites là, c'est évidemment la troisième et la quatrième. De gauche et de droite, eh bien, on peut l'être justement quand on relève d'un centrisme de type macronien, où on prend un peu de quelque chose à la droite et un peu de quelque chose à la gauche. Bon, on a là donc un grand centre, si vous le voulez, mais qui refuse les apports extrêmes de la gauche et de la droite. Bon, et dans ce cas-là, l'expression de gauche et de droite me paraît parfaitement convenir. Je vous le disais tout de suite, dans le macronisme, on a de droite le libéralisme économique, mais de gauche, on a le libéralisme sociétal. Bon, donc, comme ça, de gauche et de droite, ça peut aller. Mais effectivement, de gauche et de droite, ça peut également être la stratégie d'une idéologie donc, qui est totalisante et même totalitaire, précisément parce que à la racine de la gauche et de la droite, il y a les deux grandes dimensions de l'être humain. La gauche se réclame de l'universel, la droite se réclame du local. Ben, il se trouve que l'humanité, elle est un mixte de local et d'universel parce que justement, en chaque être humain, il y a du local, c'est-à-dire son corps qui l'inscrit hic et nunc, bon, et qui fait que vous êtes où vous êtes et moi je suis où je suis. Et puis, dans chaque être humain, il y a aussi cette raison qui l'ouvre sur l'universel et qui fait que dans votre crâne comme dans le mien, 2 et 2, ça fait 4. Bon. Ce qui fait que lorsque vous prétendez justement réunifier la gauche et la droite, eh bien, vous êtes, à mon avis, dans une position qui est logiquement une position totalitaire ou totalisante, si vous voulez, parce que quand vous prétendez remembrer le local et l'universel, vous prétendez remembrer le tout de l'homme, reconstituer le tout de l'humanité. Et c'est une prétention qui est pratiquement une ambition divine. Et il ne faut pas s'étonner que les totalitarismes aient tellement débouché sur des cultes de la personnalité, justement. D'accord. Question suivante, question numéro 6. Alors, je précise un peu les termes ici. Ce qui est à gauche de la droite ou ce qui est à droite de la gauche. C'est quelque chose qui serait de centre-gauche, de centre-droit, de droite, ou ça dépend. Une question un petit peu plus topologique, on va dire ici. Bon, ce qui est à gauche de la droite. Alors, que puis-je vous répondre? C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une sorte de dégradé des positions politiques, de nuancier des positions politiques. Et selon les diverses sociétés où on emploie ce critère de gauche ou de droite, vous pouvez avoir des valeurs et des partis qui sont incontestablement à droite, d'autres qui sont incontestablement à gauche, et vous avez entre les deux positions tout un espace qui est justement l'espace
remplace des centrismes par exclusion des extrêmes. Et donc, dans ce type de réflexion, il me paraît parfaitement légitime de distinguer une droite, un centre droit, un centre gauche, une gauche. Oui, ça me paraît légitime. Est-ce que comme ça, je réponds bien à la question que vous posez? Oui, ça confirme plus ou moins en fait la représentation classique, on va dire, de Oui, l'espace tout à politique fait. sous la forme d'une échelle unidimensionnelle linéaire. Oui, oui, tout à fait, c'est comme ça. Alors, vous savez qu'il y en a eu une autre. À l'époque de la Révolution française, on classait aussi les opinions, non pas seulement sur cet axe droite-gauche, mais aussi en fonction de la hauteur des sièges occupés à l'Assemblée. C'est pour ça qu'on a parlé de la montagne, parce qu'ils étaient, ces extrémistes, justement, tout à fait au sommet. Et ça a duré, car je crois que c'est en 1856, oui, je crois que c'est ça, hein, lorsque les républicains parviennent sous le Second Empire pour la première fois à faire élire 5 députés au corps législatif impérial, et 5 députés qui acceptent de prêter serment à l'empereur et qui vont donc pouvoir siéger. Donc, ils arrivent à l'Assemblée, vous voyez un huissier, enfin au corps législatif, un huissier les accueille pour les conduire à leur place, les conduit à l'extrême gauche des travées, puis les fait monter tout en haut, et une fois qu'ils sont au plafond, il leur dit « Messieurs, c'est ici ». Voyez-vous. Et je trouve que l'épisode est tout à fait parlant, mais c'est vrai qu'on a perdu cette distinction entre la montagne et la plaine. Vous voyez, comme on disait à l'époque de la Révolution, et que maintenant on est uniquement sur cette évaluation horizontaliste, et il y aurait peut-être une réflexion à mener sur la perte de cette dimension-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a deux auteurs du workshop, justement, gauche-droite, qui ont insisté sur ce caractère multidimensionnel de l'espace politique. Oui. C'est Pierre Ostigui, donc professeur de l'Université de Valparaiso du Chili, qui est d'origine québécoise, et Mark Rafe, de l'Université de Californie. Rafe, par exemple, dit que en sus de la distinction horizontale gauche-droite, il faudrait insister sur une distinction verticale entre libéralisme et perfectionnisme, qui est plus ou moins une création conceptuelle de sa part, pour remplacer le mot de illibéralisme. Oui. Et aussi qui insiste sur le caractère multidimensionnel de l'espace politique pour pouvoir donner un sens précis au concept de populisme. Et puis, je citerai aussi les Américains. Hein. Il y a beaucoup d'Américains comme Nolan, John Nolan, Eysenck, Levinson, qui ont proposé en fait des échelles, aussi des graphes multidimensionnels pour essayer d'étoffer un petit peu, de compléter l'axe gauche-droite avec d'autres critères dans la foulée de ce que vous êtes en train de dire. Oui. Oui, oui. En Donc, tout cas, il y a une époque où ce repérage, qui n'était pas seulement horizontaliste, il a existé et il servait. Je n'en veux pour preuve que cette distinction entre la montagne et la plaine. On disait aussi le marais, le quelquefois. Marais, oui. Maurice Duverger a écrit un article sur le Marais, donc le centre français dans les années 50. Peut-être qu'en 2017, on pourrait aussi comparer le cas des 5 républicains de 1856 avec le cas de Marie Maréchal Le Pen et Gilbert Collard lorsqu'ils sont arrivés tout en haut aussi. Oui, tout à fait. Je ne sais pas s'ils ont eu une pensée. C'est Émile Olivier qui raconte l'épisode. Je ne sais pas s'ils ont eu une pensée pour Émile Olivier en se trouvant juste en face de l'endroit où on l'avait fait asseoir. Alors, coïncidence, je vais revenir sur Émile Olivier dans la seconde partie du questionnaire. Très bien. Septième question. Que connote, vous avez déjà répondu, donc ça va être rapide. Que connote le mot extrême, politiquement parlant, selon vous? Dangereux, irrationnel, radical, sans compromis ou pur? Oui, moi je dirais plutôt dangereux, au sens où, je vous le disais, pour moi, le vrai critère de l'extrémisme, c'est le recours à la violence. Et donc je le redis, mais je n'insiste pas, il me semble que le recours à la violence, il permet justement de distinguer l'extrémisme du simple radicalisme. Le radicalisme est quand même essentiellement verbal. Hein, bon, et le radicalisme refuse justement de recourir à la violence pour imposer ses volontés, ce qui fait qu'il y a dans le radicalisme quelque chose qui en fait conspire à le transformer en opportunisme. Alors que quand vous franchissez ce seuil du passage à la violence, et bien là, on est dans une autre famille. Alors on peut dire dangereux, en tout cas violent. En ce sens, on peut dire dans ce cas-là que les pas de feu du colonel de la Roque aurait été une droite radicale, mais pas d'extrême droite. Oui, tout à fait. Oui, ça me paraît clair. Alors que dans ce cas-là,
je pense aux Vendéens de 1793, on peut les ranger, si on veut, dans une extrême droite, parce que justement, eux vont recourir à la violence. Je rappelle d'ailleurs qu'il existe un recueil d'articles d'Hannah Arendt qui s'appelle Du mensonge à la violence, et dans Du mensonge à la violence, il y a un essai sur la violence en politique, et Arendt de dire qu'en plus, il peut y avoir des situations politiques dans lesquelles le recours à la violence peut être parfaitement justifié. Bon, j'allais dire, toutes les bombes ne se valent pas non plus. Bon, je pense à la bombe du colonel von Stauffenberg. Vous voyez, je ne suis pas sûr de la condamner moralement. Mais la question étant de savoir si, quand agissent justement aussi bien les Vendéens que Stauffenberg, il existait un contrat social. Vous voyez, est-ce qu'on n'était pas déjà dans une situation de guerre civile ouverte ou larvée? Mais en tout cas, il me semble que c'est ce critère-là, oui, qui permet de définir, sans sombrer dans le procès d'intention, un extrémisme. Oui, c'est une question compliquée qui renvoie à la question de la légitimité de la violence en fonction d'un contrat social naturel ou d'un contrat social positif. Ça renvoie à la question de droit de révolte des peuples qui Oui, était oui, déjà, oui. par exemple, formulé par Hobbes et qui avait été rejeté plus tard en disant que le contrat n'est rien d'autre que ce que le roi ou le chef prescrit de lui-même. Il n'existerait pas de contrat naturel, donc on ne va pas ouvrir cette Non, porte. en tout cas, ce que je veux dire, c'est que j'emploie ce critère, ce qui ne veut pas dire que je bénis ou que je maudis la violence. Et ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais si on me demande un critère pour caractériser extrémisme d'une part et radicalisme de l'autre, je prendrais celui-là. Voyez-vous, et sans pour autant prétendre trancher après sur la légitimité de la violence. Ça ne peut se faire, je crois, que face à chaque situation. En plus, trancher de la légitimité, c'est un acte politique, voyez-vous, et il se trouve que nous faisons tout ici sauf de la politique. Vous voyez, réfléchir sur la politique, ce n'est pas la même chose que faire de la politique.